C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui réunis ici dans le centre de Sens pour assister donc ensemble à la présentation de l'ouvrage Interpellation sur les réformes rôle et de l'intelligentsia, dont l'auteur c'est professeur Mohamed Haddik. Après avoir eu l'occasion d'assister à son premier ouvrage présenté à l'INO, aujourd'hui, on assiste donc à un autre document qui va dans le même sens et je crois que pour ne pas tarder, je donne la parole au professeur Haddik pour nous présenter son ouvrage et après je donne la parole au lecteur pour enrichir un peu le débat. Et s'il y a après d'autres questions, donc peut-être présentées par le groupe, si c'est présent. Donc, à vous la parole, professeur. Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas. Parce qu'il fait encore jour. C'est toujours un grand moment que de me présenter dans un endroit auquel j'appartiens. Présenter quelque chose dans un centre auquel j'appartiens, et je suis encore plus honoré d'être le premier depuis que ce centre a été pris par Madame Landbell, et donc c'est toujours un honneur de partager avec vous quelques réflexions. Lesquelles réflexions sont sincèrement et en toute humilité le fruit d'années de cours, d'un séminaire, soit à la fac, soit à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, soit ailleurs. Mais ça reste là le fruit de réflexion, et ça reste là une participation au débat. En aucune manière, ce n'est là des leçons de morale, ce n'est là des directives, ce n'est là des ordres. C'est tout simplement une interpellation. Je crois qu'il appartient à tout à chacun d'entre nous, qui nous prévalons d'un titre qui, pour la majorité, a été banalisé. Banalisé, je parle justement de cette élite intellectuelle. De cette élite intellectuelle qui croit avoir, être arrivée, ou qui est en formation, et je vois ici avec un grand plaisir, des anciens étudiants, et qui sont actuellement dans cette logique de recherche. Dans cette logique de recherche, et je pars déjà du principe qu'un intellectuel est déjà un homme libre. Et un homme libre est quelqu'un qui construit sa liberté sur la base de la critique. Et la critique se départit d'une manière, j'allais dire, radicale de la dénonciation. Et justement de la pronomination, de la séparation de eux et nous. Je veux dire tout simplement, c'est que cette interpellation, quelque part, part de moi-même. Je m'interpelle moi-même avant d'interpeller l'intelligentsia, qui veut tout simplement, ce n'est pas un terme pédo, il est rentré dans le dictionnaire, c'est tout simplement le terme russe consacré pour dire l'intellectuel, les intellectuels. Alors, il reste à savoir, est-ce que nous avons des intellectuels, est-ce que nous ne les avons pas, et qui est intellectuel? Tout le monde sait que c'est un terme générique, un terme générique, et que de toutes les manières, on ne peut en aucune manière dire « moi je suis intellectuel et l'autre ne l'est pas ». Ça n'est pas une question de diplôme, ça n'est pas une question de nombre d'ouvrages, ça n'est pas une question de prise de position. Intellectuel n'est pas celui de la gauche, intellectuel n'est pas celui de la droite, intellectuel est, à mon sens, ça reste un regard, ça reste un point de vue. Et celui justement qui se définit comme étant un homme libre et critique. La liberté et la critique passent d'abord par la connaissance de son territoire, ou de ses territoires. Et donc, sans plus tarder, je le dis, je me veux, quelque part, tout au long de ces développements, un peu provocateur. Disons foncièrement provocateur. Provocateur parce que je pars du principe que finalement, être intellectuel, c'est véritablement croire en une seule chose. Croire en la pluralité de la culture. En la pluralité de la culture, qui à mon sens n'est pas un ingrédient à consommer, mais beaucoup plus une arme cathartique. Une arme de résistance. Une arme de résistance
Et justement, j'essaie d'utiliser cette arme pour essayer d'interpeller les intellectuels sur les dysfonctionnements qui traversent notre société. Nous sommes dans une période de transe, nous sommes sortis de la torpeur. Nous sommes sortis de cette somnolence qui nous a marqués pendant assez longtemps. Et voilà que finalement nous critiquons, et nous critiquons tout, et de n'importe quelle manière. Et nous nous arrogeons le droit de critiquer, peu importe le registre à partir duquel nous voulons critiquer. Tout le monde critique la science, tout le monde critique la médecine, tout le monde critique ceci, tout le monde critique cela. Mais nous permettons le luxe de dire, peu importe, qu'on ait des connaissances dans la matière ou qu'on ne l'ait pas. L'essentiel, c'est de tout remettre en cause. Et c'est une très bonne chose, j'entends. C'est une très bonne chose pour que finalement, nous nous réapproprions d'abord les espaces de débat. Parce que c'est ce qui nous a tellement manqué, c'est justement de se réapproprier ce débat. Et que jusqu'il n'y a pas très longtemps, on croyait que finalement, et là je reprends un terme de mon ami Simstar Boito, il me disait Arsona, et que finalement nous ne sommes pas dans une fatalité, et qu'il y a d'autres possibles, et que l'intellectuel n'est pas seulement celui qui est en quête, assis sur un strapontin, en quête d'un poste administratif ou d'un poste directionnel ou d'un poste de... C'est qu'il peut être un opposant, mais il faudrait qu'il l'ait choisi dès le départ. Et il faudrait qu'il s'engage. Et j'ai toujours dit que, et d'ailleurs l'ouvrage commence par cela, que les héros, tout comme les lâches, sont des hommes ordinaires, qui pour un temps sortent de l'ordinaire. Donc ces hommes d'ordinaire sortent de l'ordinaire, l'un pour être lâche et l'autre pour être un héros. Et j'essaie au maximum de ne pas être dans le registre des lâches. Non plus. Tout simplement un homme normal, un homme qui se remet en cause. Donc je disais que nous sommes en train de parler justement du rôle de l'intelligentsia dans une période qui n'est pas des moindres. C'est qu'en ce début, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, c'est que justement, ce sont des périodes d'affrontement, et d'affrontement religieux, d'incompréhension culturelle, d'affrontement politique, avec tout leur lot d'insécurité. Et lorsque je dis l'insécurité, c'est justement la peur de l'autre. La peur de l'autre, alors que l'homme est par essence, et doit être par essence, je veux dire, un homme d'altérité. Un homme qui construit avec l'autre. On nous a toujours appris que l'homme est un animal social et sociable. Et voilà que nous sommes justement dans le narcissisme et dans la défiance de l'autre. Dans la défiance de l'autre, et justement, qui nous dira comment est cette situation, c'est justement notre intelligentsia. Or, qu'est-ce que nous voyons de cette intelligentsia qui est en train de décrier ce avec quoi elle n'est pas d'accord. Et en fait, elle décrit ce qu'elle ne connaît pas. Et que dès le départ, elle a pris des positions, pas des positions tranchées. Et pourtant, ce qui doit l'intéresser le plus, c'est justement de s'interroger sur ces césures, sur ces distorsions, qui traversent, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre société. Et je voudrais dire justement le pourquoi de cette interpellation. Et le pourquoi de mon interpellation, en tous les cas. Ben justement parce que accepter cela, ou dormir sur son oreiller, pour croire qu'il y aura un lendemain meilleur dans la situation que nous vivons actuellement, pourrait justement corriger la situation dans laquelle nous sommes. Or, ce que nous voyons, c'est que cela. Tant que nous sommes dans le consensualisme, tant que nous sommes dans le fait d'accepter la situation telle qu'elle se présente, tant que nous voyons la relation du conflit comme étant quelque chose de négatif, cela ne fera qu'amplifier justement des risques que j'appelle apocalyptiques. Et les risques maximalistes, les risques qui véritablement risquent de faire sauter les verrous justement de la sociabilité dans laquelle nous vivons.
Et parce que justement, les discours que nous entendons jusqu'à présent, que j'appelle grandiloquents, que j'appelle apocryphes, tout simplement hypocrites, enfin hypocrites de nos décideurs, ne font justement que réconforter le vice, augmenter la surenchère, accentuer le flou, et donc le recours à des formulations sibyllines. On va dire une formulation sibylline, je veux tout simplement dire approximative et floue. Enfin, floue. Et justement, tout cela parce que les distorsions dans lesquelles nous vivons sont expliquées ou explicitées par nos décideurs comme étant, attention, n'écoutons pas une voix dissonante, ce serait un complot. Et donc, justement, cette théorie du combat du complot nous est, j'allais dire, resservie ou ressassée par des décideurs dans le cadre de discours encenseurs et de discours attrape-tout, pour peu que vous suivez moi et vous serez les meilleurs. Et parce que justement la pensée, enfin l'actuelle pensée, que je considère comme étant une pensée épidermique, parce que le temps des grands débats, j'ai l'impression que nous refusons de le faire ressortir. Cette pensée dite moderne ne consacre que l'épidermique, n'accorde de l'intérêt qu'au contenu. Cette pensée dite moderne accorde beaucoup plus de l'intérêt au contenant qu'au contenu, elle accorde beaucoup plus l'intérêt à l'affaire imaginal, à l'image, beaucoup plus qu'à la connaissance. Et voilà que, justement, parce que la culture n'est plus considérée comme étant cette arme dont je disais tout à l'heure qu'elle était une arme cathartique et qui nous permettrait justement de transcender les dissonances pour nous réinscrire dans le dissensus. Le dissensus, je veux dire tout simplement le conflit. Le conflit n'est pas du sang dans l'air. Le conflit, c'est d'abord la disputatio. C'est le conflit à propos d'idées. Or, il faudrait avoir des idées factuellement pour avoir un conflit autour d'idées. Et justement parce que le politique, au lieu de rester au service de la vie sociale, ne fait que pour promouvoir défiance et peur. Et je crois que je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus pour vous dire que finalement, nous avons l'impression de vivre dans une société de défiance, où une partie défie, non pas défie l'autre, et lorsqu'on défie, c'est qu'on génère la peur, et lorsqu'on apprend peur, et la pire des choses, c'est que justement, nos décideurs arrivent à nous inculquer l'idée comme quoi il faudrait avoir tellement peur qu'on a peur de la peur. On a peur de la peur elle-même, pas de la peur elle-même qu'il pourrait y avoir, vous direz, vous discutez avec n'importe qui, on vous dira, écoutez, la monarchie est là, parce que si jamais on se relève, on va sauter, et il y aura un problème. De toute manière, ce dont nous fait peur, c'est justement cette pluralité culturelle. Or, cette pluralité culturelle a au moins 14 siècles. Et pourtant, jamais il ne s'est rien produit depuis 14 siècles. Donc finalement, il faudrait réveiller l'esprit critique. Et puis parce que le pourquoi de la défiance, et peut-être que je terminerai, c'est pourquoi par cela, et que justement lorsque vous voyez le festif, dont toute son arrogance, coudoyer ou côtoyer les extrêmes misères, c'est que ce n'est là que le prélude de quelque chose que je ne voudrais même pas nommer, que je ne voudrais même pas réfléchir. Or, malheureusement, il suffit de sortir pour voir justement le festif dans toutes ses dimensions, côtoyer et coudoyer les extrêmes misères. Et lorsque je dis les misères, j'utilise le pluriel exprès. Généralement, on entend par misère la misère économique. Or, les misères qui me font peur, moi, ce ne sont pas les misères économiques. Ce sont les misères sociales, ce sont les misères culturelles, ce sont les misères de l'enseignement dans lesquelles nous vivons, où nous vivons déjà la césure, un enseignement au rabais, et je le dis en toute sincérité, j'appartiens, et je défendrai cet enseignement, je parle de l'enseignement public, et un enseignement dit élitiste, et qui est consacré à d'autres, ce qui est en train de se produire, et pas loin d'il y a 3 jours, je vous disais cela,
comme quoi il y a une césure entre ces, disons, ces cadres qui viennent de l'étranger et donc qui ont été faire leurs études grâce à de l'argent, qui n'ont plus rien à voir avec les cadres que produit justement la société marocaine et le public, et le secteur public. Et lorsqu'on arrive à cela, je crois que véritablement, si on ne se réveille pas, si on ne se ressaisit pas de ces dysfonctionnements, il faudrait justement... Alors, pendant que nous parlons de cela, adressez-vous à n'importe quel intellectuel, il vous dira qu'il aime ce pays. Lisez, ouvrez ce qui s'écrit sur ce pays, vous lirez que nos poètes chantent ce pays. Nos auteurs décrivent ce pays d'une manière positive. Il suffit de regarder, de regarder les émissions de télévision, on est tous en train de vous dire que ce qui est en train de se faire est extraordinaire, le processus de la régionalisation va ouvrir un avenir meilleur, et ceci, cela, et cela. Est-ce que véritablement cela, une passion pour ce pays qui a enfanté, et qui enfantera, et je préfère qu'il continue d'enfanter des gens dignes de lui et non pas des monstres. Et non pas des monstres à la Daesh, ou du moins à la prétendue Daesh. Et justement, c'est cette passion qu'on présente, ou cette prétendue passion, est en fait n'est que mensonge et hypocrisie. Aimer ce pays, avoir une passion pour ce pays, est à mon sens faire en sorte de veiller à son intégration sociale, son intégration économique, son intégration culturelle. Et non pas, et non pas de se taire sur ce qui s'étend sans cesse, et j'entends ce qui accable et ce qui ne rend pas meilleur, c'est-à-dire sa surexploitation dans tous les sens. Alors maintenant, que faire? Je ne reprendrai pas Lénine pour ceux qui sont avec moi, mais je voudrais c'est mon que faire. C'est mon interrogation. Que faire dans une situation de désolation? Je ne sais pas si je suis le seul à voir que nous sommes dans une situation de désolation. À qui s'adresser? À quel décideur s'adresser? Lorsqu'il suffit de les regarder pour se rendre compte que nos décideurs se sont égarés dans l'affairisme et dans l'économisme. À qui s'adresser? Comment s'adresser à ces décideurs lorsqu'on voit qu'ils ont tout mis marchandisé, que tout est marchandisé, y compris l'immatériel, les valeurs, et qui sont en train de tomber, l'une après l'autre. Qui croire parmi nos décideurs? Lorsque je dis décideurs, je parle même de ceux qui sont à l'opposition et là où ils se trouvent. Peut-on encore leur faire confiance lorsqu'on voit leur sortie, d'ailleurs burlesque et infamante? Et je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur ces sorties, qui continuent de ressasser les mêmes discours de césure et d'opposition des uns par rapport aux autres. Et ceci en dépit du fait qu'à chaque fois, la rue ne manque pas de leur rappeler, leur mauvaise conscience, quand ce n'est pas leur tartufferie. Certes, la société marocaine a besoin de changement. Et qu'il suffit pour celui qui voudrait bien s'y engager de regarder pour voir les espaces de dysfonctionnement. Et pour cela, il faudrait un volontarisme. Nous sommes sur un chantier actuellement, c'est celui de la régionalisation. Celui de la régionalisation, et à chaque fois je me pose la question, et pour qui fait-on la régionalisation? Est-ce que la régionalisation, on voudrait justement faire en sorte de faire descendre les distorsions au niveau de la région pour mieux les saisir, pour mieux les gérer? Ou alors est-ce qu'on voudrait que ceux qui habitent la région, mais encore faut-il savoir qui appartient et à quelle région il appartient? Je crois que le découpage, ou le projet de découpage jusqu'à présent présenté, présente tout sauf le fait de s'être attardé sur qui veut être avec qui. Et en l'occurrence, lorsqu'on prend Kness et Fès,
services de Shkrola et qu'on leur dise vous allez travailler ensemble, je ne sais pas. Enfin, on les a même pas consultés. J'ai dit là, il faut faire Shkrola parce que l'un est de face, l'autre est de Klas. C'est ce que je veux dire, tout simplement, c'est-à-dire il suffit d'abord de se donner le temps de voir qui veut être avec qui. Et on n'aura pas besoin d'aller les chercher en Amérique latine, ou enfin en Europe ou ailleurs. Il suffit de rouvrir les pages de notre histoire. Et lorsqu'on aura cherché, alors on ira chercher chez l'autre. Alors maintenant, ce que je vois comme manque aussi de volontarisme, c'est que l'avenir du pays est entre les mains, et je mets ça en guillemets, entre les mains d'entrepreneurs politiques. Non pas entre les mains d'idéologues, mais entre les mains d'entrepreneurs, j'entends bien. Je n'ai rien contre les entrepreneurs, mais je sais que c'est du privé et je sais que c'est le quantitatif. Et ces entrepreneurs politiques se préoccupent rarement du mérite, des compétences et des capacités. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne, passez-moi l'utilisation de ces néologismes que j'utilise, c'est que finalement nous voyons arriver des inaptocrates. C'est-à-dire des gens qui sont inaptes à gérer. Et ces gens qui sont inaptocrates ont engendré des ineptocrates. La plus honte. Non, rien. Alors, ces ineptocrates, ce sont des lobbies négativistes, des lobbies où véritablement qui constituent, pour moi, un ennemi intérieur, multiforme, malheureusement difficilement traçable, et que vous pourrez difficilement suivre. Alors, l'art de discourir, qui nous a permis d'arriver jusque-là, l'art de discuter, l'art de discourir est devenu justement un logis. L'art de discourir, c'est des parties des programmes, c'est des parties des idées. Il ne s'adresse plus aux esprits, il s'adresse au corps. Il ne s'adresse plus au bon sens. Et il s'adresse au sens au pluriel, au regard, à lui. Et que finalement, vous êtes là dans une logique de star, de showbiz. Une logique de show. Une logique de show. Et le quotidien, justement, pendant que le quotidien, justement, de toute la société marocaine est ponctué par... C'est une validation que de ça est ponctué de violences manifestes ou latentes, quand ce ne sont pas les deux. Mais sans que cela nous interpelle. Et cette laideur de la société, cette laideur de la société est devenue tellement banalisée qu'on fait avec. Alors, pendant ce temps-là, j'ai des difficultés à prononcer le terme ou le concept de dignité. Il est vrai qu'on continue de l'utiliser. Mais pour moi, la dignité va avec l'être. Et être, ça veut dire être debout. Ça veut dire être libre. Ça veut dire être capable de récupérer justement cette puissance qui est le propre de tout être humain, de dire non. De dire non. Or, malheureusement, je crois qu'on pourra chercher un non qu'actuellement, et qu'on ne me dise pas que c'est véritablement de la... que c'est culturel, que c'est éducationnel, et que ceci, que cela. Je crois que c'est tout simplement cette médiocrité, et ce fait justement de cet abandon, qui est justement le fait d'avoir fait table rase, et j'ai entendu beaucoup de mes collègues dire à quoi servirait l'histoire, et qui voudraient faire, c'est une perte de temps, et qui voudraient beaucoup plus s'intéresser à ce qui vient, et s'inscrire dans ces concepts combien catch-all, combien attrape-tout, que sont la gouvernance, que sont le management, que sont et d'autres j'en passe. Alors que finalement,
enfin le passé, c'est de se remettre en cause. Et quoi, là je me fais je reprends à mon compte une citation que répétait très souvent Hassan II: seuls les peuples sont d'histoire qui sont appelés à répéter les mêmes erreurs. On va répéter les mêmes erreurs. Alors, et de toutes les manières, le passé, c'est la pièce maîtresse de tout équilibre, pas de tout équilibre social. Mais cela, justement, ne pourrait être accessible qu'à partir du fait de comprendre, d'expliquer, de persuader, de débattre, et de convaincre par des arguments logiques. Or, malheureusement, nous ne recourons plus aux arguments, et que, actuellement, nous sommes dans une logique où l'histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est évacuée avec une pichenette, comme si elle ne servait à rien, et pourtant, il suffit de rouvrir les pages de l'histoire pour retrouver justement, tout à l'heure je parlais de la régionalisation, et pour retrouver que finalement nous avons vécu un pays qui a bénéficié de larges autonomies entre les territoires et le pouvoir central. Et le pouvoir central. Et donc si nous partions de cela, pour voir d'abord qu'est-ce qui est encore d'actualité et qu'est-ce qui est dépassé. Mais construire sur cela. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on construit sur le passé, qui était le nôtre, la marge de rejet de toute idée nouvelle est restreinte. Parce qu'elle ressortira de notre corps, enfin du corps lui-même, du corps social, social lui-même, et que nous savons pertinemment, et pour celui qui accorde une importance sur l'histoire, nous savons très bien que le territoire n'est jamais statique, que l'histoire n'est pas un espace inerte, que le territoire est très dynamique, et que le territoire, sans les groupes sociaux qu'il habite, n'est rien. Et c'est là où je parle de la territorialisation, de la déterritorialisation et de la reterritorialisation. Vous avez compris. Et donc nous évoluons ensemble. Et c'est justement cette idée que j'essaie justement de faire revenir. Alors, il faut oser. Il faut oser justement s'élever à la fois contre, c'est-à-dire ce produit anesthésiant qu'on nous sert tous les jours. Comme quoi il y a une action qui se ferait pour nous et donc pour notre bien. Je crois que tout le monde, enfin pour notre bien, mais je crois que tout le monde est au courant de cette citation de Gandhi qui disait que tout ce que vous faites pour moi, et sans moi, vous le faites contre moi. Or, malheureusement, tout ce qui est en train de se fait contre les principaux concernés. Et j'ai l'impression qu'on est en train d'agir sur une société avec la conviction comme quoi elle est domestiquée. Domestiquée, pacifiée, et qu'il n'y aurait pas de réaction. Ah, c'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Et quelqu'un qui disait justement, là je cite un grand, je cite Tolstoï. Je voudrais citer Tolstoï qui disait que le mouvement des peuples ne résulte ni du pouvoir, ni de l'activité intellectuelle, ni même de la jonction des deux, ainsi que de pensée des historiens, mais de l'activité de tous les hommes qui prennent part à l'événement. Alors, qui prend part à l'événement actuel? Parce que ce n'est pas une simple élite, pas une seule élite. Alors, justement, il faut oser rappeler à ceux qui croient faire agir pour notre bien, qui peuvent se tromper. Ils ne peuvent se tromper que si cette intelligentsia assume le rôle, qui est celui de dire qu'il y a d'autres possibles que celui que vous nous proposez. Et pour cela, il faudrait sortir justement ce qui est galvaudé comme étant nous sommes un pays libre. Oui, mais il faudrait sortir justement la liberté de son espace procédural. Oui, c'est vrai, nous sommes un état de droit. Nous sommes un état de droit, mais un état de droit qui ne consacre pas les libertés. Il faudrait que je sente que je peux user de ces libertés.
et que je l'étudie libre, c'est normal, la liberté, on m'a toujours appris que la liberté commence là où s'arrête celle des autres. Et donc il faudrait absolument que je tienne compte de l'autre. Or, actuellement, nous sommes dans une logique narcissique, où chacun de nous marcherait sur l'autre, sur le dos de l'autre. Je ne dirais pas sur ses parents. Généralement, on n'est pas en concurrence avec ses parents, mais marcherait sur la tête, sur le corps de son meilleur ami pour arriver. Et cette approche justement individualiste et individualisante est narcissique, donc il faut se défaire. Et pour cela, il faut un travail sur soi-même. Et il faudrait que cette intelligentsia, que le mérite justement ce grand intelligentsia, que celui qui a choisi de l'être, et non pas celui qui se reconnaît en attendant quelque chose de meilleur. En attendant que le strapontin pourrait être justement dans un poste décideur. Moi je n'ai rien, justement, la quête de la liberté a une valeur, et la quête de cette liberté, lorsqu'elle est véritablement efficiente, lorsqu'elle est active, elle a une valeur à la fois d'avertissement, mais aussi une valeur pédagogique. Une valeur d'avertissement pour me permettre de voir les dangers qui guettent. Et rien n'est donné, une fois pour toutes. Et on m'a toujours appris que la liberté est un invité furtif. Et que même lorsque vous l'avez invité, rare qu'il se présente à la table à laquelle vous l'avez invité. Il faudrait toujours courir derrière cet invité. Et c'est ça la liberté, justement. Alors, moi, sincèrement, il faudrait que j'attende de cette interpellation. Je l'interpelle sur le fait de se lever contre ce complot de privatisation de tous les espaces de la vie. De tous les espaces de la vie, je crois que nous vivons en plein dedans. Privatisation de l'enseignement, privatisation en face de la santé, privatisation. Bientôt on ira privatiser peut-être le ministère des Finances. Pas des Finances, je ne sais pas qui sont les meilleurs en finances. Et on est en train de privatiser pratiquement tout. Alors ne soyez pas étonnés si demain vous êtes privatisés. On a déjà breveté la vie. Vous êtes breveté, on vous achètera vos organes, on les achète actuellement d'ailleurs. Alors, de quel droit pourrait-on dire que nous sommes une société? Or, une société, c'est le fait de se situer dans l'altérité et de s'inscrire justement dans ces solidarités existentielles. C'est-à-dire que je ne vis que lorsque je suis sûr que vous vivez. Et dès lors que vous survivez, dès lors que vous êtes menacé, vous êtes un danger pour moi. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des solidarités existentielles. Et dans toutes ces sorties, qu'elles soient institutionnalisées ou non, et je mets pratiquement sur, et vous en connaissez, je ne citerai pas les programmes, qui reproduisent justement ces solidarités existentielles, où finalement, on est en train de colmater les césures en distribuant. Or, malheureusement, ce qu'il faudrait, c'est repenser. Repenser avec. Lorsque je dis repenser, c'est R-E-P-E-N-S. Or, ce qu'on est en train de faire, c'est penser. P-A-N. Mettre des pansements. Et pendant ce temps-là, la plaie continue de se gangréner. Et l'amputation, je ne voudrais même pas y réfléchir. Alors, cette véritable intelligentsia de laquelle je parle, je voudrais qu'elle se réinscrive justement dans cette quête de tirer à la fois et le savoir, mais aussi le pouvoir, vers le haut. On m'a toujours appris que lorsque le savoir, les intellectuels, le savoir est au service du politique, il s'habille. Lorsque le pouvoir est au service du savoir,
il s'agrandit. Alors, pourquoi est-ce que justement on a inversé les choses? Pourquoi est-ce que ce pouvoir, dans sa médiocrité, dans son... Je ne le blâme pas, tant qu'il n'y a personne pour lui dire arrêtez, il continuera. Il continuera. Pourquoi est-ce que justement les détenteurs du savoir, j'entends justement ces intellectuels, ne se réveillent pas? Et justement, en conclusion, je voudrais tout simplement dire que le pays doit redevenir justement ce terroir au sein duquel ont été produits et sont produits de façon différenciée, et je m'inscris là-dedans, des compétences et des capacités. Un pays où la force du sentiment justement d'appartenance à la communauté n'entre pas en contradiction avec l'individualisme. N'allez pas croire, ne prenons pas ce que je dis, je ne condamne pas l'individualisme. Mais je ne voudrais pas qu'il soit l'exclusif. Et justement, de ce vécu se traduira un pays qui a toujours produit parce qu'il était travaillé. Or, actuellement, ce pays est en train d'être tué justement par la stérilité. Et je crois que c'est les seuls qui travaillent justement sur la désertification. Il ne me contredira pas. Et justement, pour lutter justement contre la désertification, il faudrait travailler ce pays au niveau de ses savoirs et de ses savoir-faire. Et justement, et qui est entretenu, qui produit parce qu'il est, et qui est entretenu parce qu'il produit justement. Par ailleurs, justement, il faudrait que cette intelligence se réveille pour contrer les affres des errements et des déchirements des déchirements dont les auteurs ne sont pas autres que des narcopolitiques que nous souffrons et que nous acceptons. L'intelligentsia doit redevenir justement ce grand avertisseur qui rappelle aux décideurs leur devoir d'espérer aussi, afin qu'ils se départissent justement du compromis. Vous savez très bien qu'on a toujours privilégié ce terme de compromis, qui va aussi être le consensuel. Mais on a toujours aussi appris qu'entre le compromis et la compromission, la limite n'est pas tellement manifeste. Donc, le compromis louche et travesti. Il lui est demandé justement pour en gagner la confiance des citoyens, encore faut-il qu'il y ait des citoyens justement, de jeter les cartons d'évitation, de fuir les tentations compromettantes, sachant que ce qui est gratifiant pour l'instant est souvent ruinant pour la société à long terme. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bravo. Je crois que cette présentation vous a interpellé tous. Et je crois qu'on ne peut pas tous réagir et s'interpeller, ou bien interpeller les intellectuels sur les réformes. Je ferai l'inverse, mais je laisserai quand même les collègues qui ont pris le soin de lire de façon approfondie le document pour des présentations, d'apporter quelques remarques, quelques reconnaissances de cet effort qui a permis de préparer ce document. Alors, je donne la parole à c'est bon. Merci, chers collègues, merci et à votre centre, certes, de nous avoir donné cette occasion d'être ensemble ici aujourd'hui et de discuter aussi cet ouvrage que je considère comme étant un ouvrage très important qui interpelle en quelque sorte notre condition politique actuelle, sinon notre condition humaine même dans le contexte actuel. Sihdi, en tant que professeur, j'ai toujours dit de lui qu'il était quelqu'un qui avait l'éloquence du verbe. Mais là, l'éloquence du verbe a englobé aussi l'éloquence de la plume.
Et j'ai trouvé vraiment un grand plaisir de lire cet ouvrage qui est écrit dans une langue, dans un français presque parfait. Donc je vous assure dès le départ, je ne serai pas aussi éloquent que lui, donc je suis un produit du Maroc, mon français sera un peu marocanisé, donc je n'aurai pas cette éloquence qui est la sienne, en aucun cas. Mais bon, lorsque j'ai lu cet ouvrage, bon, je crois que Sahdi a essayé de nous donner un diagnostic sur une certaine radioscopie généralisée des pathologies, si on peut dire, de la société et de la sphère politique au Maroc. Et il a nommé plusieurs pathologies, dont je peux citer par exemple la grande pathologie qui est les inégalités sociales, la pensée unidimensionnelle, unidirectionnelle si on peut dire, l'immobilisme de la vie politique, l'immobilisme, sinon l'inertie de l'intelligentsia, la prédominance d'une certaine timocratie financière, certaine oligarchie qui ne cherche qu'à tirer profit de sa position minoritaire et de ses privilèges, et puis le système néolibéral lui-même qui est en quelque sorte cette grande, sinon ce grand monstre qui est en train de guetter les valeurs et l'identité même de quelque chose qu'on appellerait la société marocaine, donc sinon l'identité marocaine. Bien sûr, le Sahdi donne ici un procès très sévère à l'encontre du néolibéralisme, qu'il considère comme étant l'origine des maux ou des pathologies constatées dans la société marocaine, puisque ce système a essayé de marchandiser ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'être humain. Il a essayé de marchandiser la culture, l'identité, les valeurs de l'être humain. Là, Sahdi était très sévère à l'encontre de ce fameux néolibéralisme. Sahdi a aussi essayé de faire une radioscopie de la culture marocaine, la culture qui a été, elle aussi, marchandisée. Elle a été en quelque sorte mise en scène, folklorisée. La culture ne joue plus son rôle de stock de connaissances sociales, mais elle est devenue tout simplement un folklore aux mains des élites décideuses. Sahdi a été aussi très sévère à l'encontre de l'intelligentsia, de l'intellectuel marocain. Là, je crois qu'il l'a taxé de complice. De complice et de quelqu'un qui a été l'intellectuel est devenu quelqu'un au service du pouvoir, de la finance, du néolibéralisme, mais il n'est plus au service du peuple. Bien sûr, pour ne pas être long, donc après avoir brossé ce tableau qui est très 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 sombre, vraiment j'ai senti que nous frôlons en quelque sorte la catastrophe. Là, Sahdi se retient, il nous dit tiens, il y a des solutions à tout cela, et là on va se positionner dans une posture léniniste, que faire? Voilà ce qu'on devrait faire. Et là, essayer de nous donner un certain nombre d'idées très importantes qui visent en quelque sorte à se débarrasser, à dire non en premier lieu au néolibéralisme, donc à cette réification de l'être humain et de ses valeurs. Donc dire non, c'est une valeur fondamentale de l'être humain. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se positionne dans une posture, je ne dirais pas négationniste, mais simplement d'opposition à l'exploitation de l'être et à la marchandisation de l'être humain.
Sihadi a essayé ensuite de nous montrer le chemin, en quelque sorte, à travers un certain nombre de réactions. Donc, mais ces réactions sont pensées dans un registre, comme je l'ai dit, linéiste. C'est-à-dire que faire? Nous avons un problème, nous devons faire quelque chose. Et la première des choses, c'est dire non. Dire non à toutes ces injustices, à toutes ces pathologies, à toutes ces exploitations, à toute cette superficialité de l'être et du politique lui-même. Justement, en disant ce que l'intellectuel doit faire, je crois voir dans l'ouvrage de Sihadi un ouvrage qui a mobilisé en quelque sorte toutes les branches du savoir et des sciences sociales. Et il a même utilisé des concepts, même si vous n'avez pas utilisé, c'est-à-dire vous ne les avez pas référés, vous ne leur avez pas donné une référence, mais vous avez utilisé des concepts qui sont très 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 en vogue actuellement en sociologie politique. Par exemple, le concept du stigmate. Comment pouvons-nous revaloriser notre propre identité, notre propre territoire? Bien sûr, là, vous vous référez à la théorie de la stigmatisation d'Erving Goffman, qui est très connue. Bien sûr, vous ne l'avez pas cité, mais vous l'avez mobilisé très très intensément. Et vous avez aussi mobilisé la théorie de la délinquance de la sociologie de Chicago. Là, donc, comment en étant stigmatisé pendant un laps de temps qui est prolongé dans la durée, on finit par croire le stigmate et adopter le rôle du stigmatisé. Donc le stigmate devient en quelque sorte une déviance, sinon une délinquance comportementale. Et là, vous nous donnez énormément d'exemples du fait que les gens qui ne sont pas dignes et qui sont acculés à ne pas l'être finissent en quelque sorte par accepter leur position et à agir en conséquence de cette position. C'est-à-dire qu'ils assument le rôle de marginalité qui leur a été au début imposé, comme étant une partie importante, une partie prenante même de leur propre identité. L'identité du marginalisé devient en quelque sorte une identité délinquante, déviante. D'accord? Sihadi nous dit aussi en quelque sorte qu'il faut réagir au pouvoir politique, c'est-à-dire essayer de bloquer, c'est-à-dire dire non au pouvoir politique, dire non à ce mythe qui veut que le pouvoir politique est souverain et peut faire tout ce qu'il veut. Le pouvoir politique doit être limité par la liberté même et la citoyenneté même de l'être humain. Donc, sachant bien que dans le contexte national, ce citoyen est démuni de son identité propre, qui est la sienne en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a, je ne dirais pas le contexte semi-autoritaire, mais je dirais d'un côté, il y a l'autoritarisme global, donc sociologique, politique et même culturel, et d'un autre côté, il y a le néolibéralisme qui essaie de vider l'être humain de sa substance, en tant que valeur fondamentale de l'être et du vivre ensemble social. Sihadi veut aussi qu'on questionne le projet sociétal, c'est-à-dire essayer de voir comment est-ce que les réformes doivent en quelque sorte s'inscrire dans une perspective de transformation de la condition humaine, c'est-à-dire de faire en sorte que l'être humain vive mieux et vive dignement. Donc là, il parle de l'indignation comme étant une arme aux mains du citoyen. Il doit être de l'intellectuel, il doit, à chaque fois qu'il est devant une injustice, s'indigner bien sûr par la parole, par la plume, par l'acte, si cela est possible, par les gestes.
Et puis, Serdi nous parle aussi de la défense de valeurs démocratiques, des valeurs démocratiques délibératives, si on peut dire. Serdi, je crois qu'il mobilise en quelque sorte ici notre fameux philosophe Jürgen Habermas, pour ce qui est de la délibération comme outil de rationalisation de l'acte politique lui-même. Donc l'acte politique devient un acte délibéré, un acte qui a été réfléchi, qui a été mis en discours et qui a été en quelque sorte diffusé dans la société et dans l'espace public comme étant un acte de tout le monde. Serdi aussi nous parle du rétablissement de la justice comme étape pour lutter contre l'injustice, et là il mobilise aussi la théorie de la justice sans qu'il nous dise de John Rawls. Il est là, il est présent avec force. Pourquoi? Parce que la justice et la loi et la juridisation de l'espace social devient lui-même un moyen de démocratisation de la société. Dans un premier temps, le droit devrait en quelque sorte être un instrument aux mains de l'intelligence et aux mains du peuple pour s'émanciper, pour dire non même au pouvoir. Donc le pouvoir politique doit être en quelque sorte stoppé par la loi. La loi joue ici un rôle très important. Et puis, il arrive un moment où Serdi, à la fin, interpelle le rôle de l'intelligence. Là, il se place aussi dans une posture, je ne dirais pas gauchiste, mais disons, d'un 68 ans, un ex-communiste, si je puis dire. Donc, nous sommes tous, donc ce n'est pas nous sommes quelque sorte d'une manière ou d'une autre. Donc oui, quel est le rôle de l'intellectuel? Et bien sûr, là, Antonio Franchi est présent et avec force. Que doit faire un intellectuel? Doit-il rester